On est parti maintenant pour débriefer mon tournoi Star Wars Unlimited. C'était mon premier tournoi depuis mon retour sur le jeu. J'ai repris le jeu au début du set 4. J'avais pas touché au jeu depuis le set 1. Très rapidement survolé au set 2 pour le Master TCG, mais sans vraiment m'intéresser au compétitif. Donc là, je repartais pas de zéro parce que j'avais les bases du set 1, mais de zéro dans mon appréciation du metagame. J'ai eu la chance de découvrir une communauté sur Toulon que je connaissais déjà un peu depuis le set 1 et qui, eux, ont continué à jouer pendant le set 2 et 3, qui m'ont un petit peu pris sous leur aile. Donc merci énormément à eux, qui m'ont un petit peu parlé du metagame, montré un petit peu quels étaient les patterns de play des différents decks. J'ai pu aller jouer régulièrement les jeudis soirs avec eux. Et donc là, il y avait le premier tournoi local à Toulon, donc un tournoi de petite envergure. Hein. J'ai pas fait un sector qualifier, mais j'ai pu jouer avec des gens qui sont compétents, qui jouent depuis le début du set 1, et donc c'était un peu pour moi un galop d'essai de à quel point finalement j'ai réussi à me mettre à l'équilibre de Star Wars, à quel point j'ai bien compris les mécaniques, à quel point j'ai un niveau acceptable sur le jeu. Plus mon niveau est acceptable et plus mon contenu sera crédible, entre guillemets. Donc c'était important pour moi de quand même jouer convenablement lors de ce premier tournoi dans la sphère toulonnaise. Et donc je vais vous débriefer ça tout de suite. C'est le Val du futur, j'interromps votre vidéo 2 petites minutes pour vous rappeler que la vidéo est sponsorisée par labelcarte.fr. Labelcarte.fr, c'est notre site de vente en ligne de TCG. On a d'ailleurs essayé d'étoffer au maximum la gamme Star Wars Unlimited. Donc vous pouvez aller sur le site, on a rajouté des produits, des displays, des boosters, mais aussi toute la gamme accessoires en collaboration avec GameGenic. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour avec le code VALEPEL 2025. Vous avez 5% de réduction sur du booster collector carbonite. Ça peut faire la différence. Et vous pouvez tenter aussi de remporter un bon d'achat de 80 euros. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit juste d'être abonné à la chaîne, de laisser votre meilleur pouce bleu et de partager dans l'espace commentaire. On tire au sort un commentaire tous les mois parmi toutes les vidéos de la chaîne et on annonce les gagnants dans le podcast Multi-TCG. Merci à tous, bon visionnage. L'idée, c'est de faire ça en 2 temps. Le premier temps, c'est de vous présenter directement la decklist que j'ai jouée. Alors, j'ai déjà fait une présentation du deck de Han Solo qui est sorti précédemment sur la chaîne Multi-TCG. Là, il se trouve qu'on est post-ban. Il y a eu des bans dont on parlera dans le podcast Multi-TCG. L'idée, c'est pas d'en parler ici. Donc, ça veut dire que le méta a shifté. Certains decks ont dû s'adapter et changer. Je pense à Han Solo qui a vu la carte DJ être bannie. Donc, vu que le ban est intervenu 2 jours avant le tournoi, j'ai pas eu le temps forcément de changer de deck, donc j'ai décidé de continuer à jouer Han Solo juste en adaptant le deck en fonction de la banlist. Je pense que ça a été un bon choix parce que j'étais déjà à l'aise avec ce jeu-là, qui me paraissait d'ailleurs assez difficile à jouer, assez peu accessible quand on débute. Finalement, je me suis pris un peu de plaisir. C'est un deck qui est hyper récompensant, qui te donne vraiment le sentiment de bien jouer au jeu quand tu le comprends. Donc voilà, je me suis dit que pour ce premier galop d'essai, pour essayer de faire un résultat convenable, c'était plutôt intéressant de rester sur Han Solo. Je vais vous présenter la decklist. Avant, je ferai un big up du coup à Tactical Squad, qui est la boutique de l'ère toulonnaise, notamment dans la zone industrielle de la Garde, qui nous a accueillis pour ce tournoi. Malheureusement, on n'était pas grand monde. Honnêtement, c'était un tournoi en tout petit comité. On était vraiment entre joueurs qui nous réunissons le jeudi soir. C'était les mêmes joueurs avec qui je me suis entraîné qui étaient présents au tournoi. Il n'y avait pas plus de monde. Je crois qu'on était 6, donc c'est vraiment pas grand monde. Cela dit, ça n'enlève pas le plaisir de jouer au jeu. J'espère que pour les prochains tournois, il y aura plus de monde parce que Star Wars Unlimited le vaut bien et parce que globalement, je sens quand même une hype et un élan communautaire sur le set numéro 4. Et puis voilà, c'est très cool. C'était très cool. Alors, avant de vous présenter la liste, j'ai joué évidemment le petit poteau Han Solo en version jaune avec la tour de l'administration et mon petit leader. Je ne reviendrai pas sur les mécaniques et comment fonctionne le deck parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Par contre, lorsque je vais vous débriefer ronde par ronde le tournoi, vous allez pouvoir entendre parler de certaines interactions. L'idée très rapide de Han Solo, c'est de pouvoir s'accélérer sur certains tours clés pour pouvoir prendre de vitesse l'adversaire. On fait assez peu de gestion, on fait souvent la course. Par contre, on a une dynamique très tempo qui permet de remettre à plus tard les problèmes. Et le plus tard, c'est quand l'adversaire est mort. Donc du coup, en fait, on a juste invalidé certains problèmes parce qu'on va tuer l'adversaire avant qu'il ait le temps de nous les reposer. Je suis resté sur la version double jaune. Je sais qu'avec le nouveau metagame, il y a plein de propositions, notamment Han vert, Han rouge ou Han bleu. Je suis resté sur les acquis que j'avais. Il faut savoir que je suis vraiment parti de
quasiment zéro quand je suis revenu sur Star Wars 7.4. Alors, j'ai cette capacité quand même à me nourrir d'extrêmement de beaucoup de contenu assez rapidement. J'ai eu la chance, encore une fois, d'être entraîné par la communauté toulonnaise pour pouvoir faire mes armes et essayer de comprendre un petit peu rapidement les mécaniques du jeu compétitif, ce qui m'a permis de pouvoir jouer Han Solo convenablement. Mais j'ai pas le loisir pour l'instant de switcher de deck, de pouvoir jouer tous les decks de Star Wars. En tout cas, je le ferai pas, je le ferai pas convenablement. Donc voilà, petit Han Solo. On commence par les contrebandiers ingénieux, donc qui sont des 2-2 protégés. Ça me permet de pouvoir avoir pas mal d'unités terrestres et notamment des unités qui vont être protégées, qui ont une valeur du coup contre les decks un petit peu contrôle, qui vont essayer de gérer votre board. Pareil pour L337, c'est la même unité mais qui en plus a un effet contrebande dès lors qu'on est du côté lumineux. Et vous le savez, Han Solo est un personnage évidemment très gentil. Donc ça c'est tout pour les drop 2, c'est les seuls drop 2 qu'on va jouer. On va jouer énormément de drop 3, notamment avec le ban de DJ, on perd un drop 3 qui est 3-5, donc qui, au-delà de sa synergie avec Tech qui était hyper pressurisante, était aussi un body acceptable à jouer en early game. L'idée c'était d'essayer de conserver le même nombre de body d'early game, la même curve que au moment où le deck avait DJ. On va juste acter que ce pattern de play un peu oops I win de DJ Tech n'existe plus et on va se concentrer sur ce que le deck fait de très bien, c'est-à-dire prendre le board, repousser les menaces adverses et faire la course. En tout cas, c'est l'optique que j'ai choisi de prendre pour ce deck-là. Donc les esclaves libérés, qui sont 3-5 pour 3, qui font la même chose que DJ, hein, littéralement, en dehors de la petite synergie. Les Body Rourke, donc on a vraiment énormément de drop 3. Les Tech et les Ezra, ce qui nous permet d'avoir 12 drop 3 pour être quasiment sûr et certain de pouvoir, et c'est 15 avec le Faucon Millennium que je vous présenterai après, qui est une unité spatiale, pour être à peu près sûr de pouvoir faire tour 1 accélération, je joue un drop 3, et tour 2, je joue un drop 3. C'est hyper important, notamment contre les stratégies les plus offensives comme Sabine, parce que si vous jouez un drop 2, vous allez vous faire embûche avec la Sabine à 2 qui est 2-3, et ça va très mal se passer, quoi. Au niveau des drop 4, j'en ai pas des masses. J'ai 3 Kira, voilà, qui permet de retarder les velléités des decks les plus contrôle notamment. C'est hyper important d'avoir des Kira, et je trouve que si vous voulez jouer des Ahsoka, je dis pas qu'Ahsoka est pas bien, mais la première Ahsoka ne doit être jouée qu'après vos 3 premières Kira. Dans le sens où le coup d'opportunité au deck building d'avoir des Ahsoka ne doit pas se faire au détriment des Kira. Donc j'entends qu'il y ait des listes qui veulent jouer des Ahsoka, mais ça passe d'abord par 3 Kira et ensuite on ajuste avec un nombre de Ahsoka. En tout cas, c'est ma vision de la chose. J'ai une Ahsoka supplémentaire histoire d'avoir un drop, un pool de 4 cartes en drop 4. Je pourrais jouer un peu plus de Ahsoka Tano. La carte m'a plutôt plu, elle était plutôt satisfaisante, elle était plutôt intéressante. Elle est très fonctionnelle contre les stratégies offensives qui auront très peu d'events à défausser. Au niveau des drop 5, la classique, le videur de la cantina, 3-5 pour 5 qui va bouncer, donc remettre à plus tard une menace adverse. C'est tout ce que le deck veut faire, hein, vraiment, faire perdre du temps à l'adversaire pendant que nous on continue à bourrer et à courir. Toujours la petite Zoribilis, ça c'est la classico dans tous les decks Han. C'est un 4-7 pour 5 avec des bonnes stats en contrebande, tu peux la jouer, donc ça te permet d'avoir de la value, de la ressource en mid, late game. Et en plus de ça, si cette carte elle se fait pas gérer, bah, quand elle tape, tu peux structurer ta main. Donc, tu la joues très rarement, mais en fait elle te coûte rien. C'est une carte que tu vas tout le temps ressourcer et il se trouve que à un moment de la game tu n'auras pas grand chose à faire. Ça m'est arrivé contre Kira, un deck contrôle, et franchement Zoribilis faisait le job. On passe ensuite directement sur les unités les plus coûteuses de Han Solo. C'est des cartes qui sont plutôt jouées en side. Moi, j'ai bien aimé les mettre en main deck, notamment parce que je ne savais pas exactement à quelle méta m'attendre. Je crois que sur Internet, les gens spéculent énormément sur une méta très spatiale, avec beaucoup de decks boba agressifs. Tu vois, c'est la méta un peu États-Unis et compagnie. Moi, de l'expérience de mon local, c'est pas trop le cas. Dans mon local, voilà, il y a des Han Solo, il y a des Sabine, il y a des Quinlan, et je pense que ce Han Solo main deck, il était hyper important, quoi. Salut, est-ce que je pense que Tech vont toujours être joués avec le ban de dit jouer et jouer moins de contrebande? Non, je pense
J'en sais rien, mais moi je continue à jouer des techs parce que c'est un drop 3 et que tu as besoin d'énormément de drop 3 pour que le deck soit fonctionnel en early game. Ce que tu veux avec ce deck, c'est qu'il fasse toujours la même chose. Et si tu veux qu'il fasse toujours la même chose, c'est à toi de lui proposer les mathématiques nécessaires pour qu'il puisse réaliser tout le temps les mêmes actions. Donc tech est un drop 3 convenable. 3 Enfys Nest, c'est peut-être une de trop, mais encore une fois, avec le ban qui est intervenu juste avant, dans notre liste, on perd 3 Commandeer et 3 DJ, pardon. Les Commandeer étaient une concession au mirror de Django, enfin au match-up de Django Fett. Et donc, du fait que Django ait été banni, je veux plus de Commandeer dans mon deck. Donc finalement, j'ai pas que 3 cartes à remplacer, j'en ai 6. Voilà, 6, je vous le montre avec mes doigts. Et le fait de devoir rentrer 6 cartes dans Han Solo, j'ai pas envie de rentrer des trucs nuls. Donc j'ai essayé de trouver des subterfuges et j'ai augmenté certains ratios. Et Enfys Nest est une carte qui m'est souvent très très utile dès qu'on atteint le mid-game, parce qu'il faut savoir que avec Han Solo, c'est le mid-game, c'est pas le late-game, un 7. On arrive très facilement à 7, notamment sur notre tour 3 ou 4, où tu vas pouvoir ramper, passer à 6, déployer Han Solo, taper, avoir 7, jouer Enfys Nest. C'est un play que j'ai fait beaucoup lors du tournoi, et quand ton oppo il en est encore à avoir 5 ressources et que toi tu lui permets, tu lui joues un 5-7 saboteur qui lui bounce une unité, bah, c'est hyper puissant. Et comme ce pattern de play était genre juste hyper fort, eh ben, j'ai décidé de le maximiser. C'est tout pour les unités grandes. Vous l'avez vu, on a énormément d'unités terrestres. C'est important c'est comme ça que le deck gagne, en fait, moi, dans ce que j'en ai compris. C'est vraiment en prenant le lead sur le board terrestre et en rentrant beaucoup de mathématiques, beaucoup de dégâts, quoi. Ensuite, on passe sur les événements ou les objets. Donc on a forcément les 3 blasters qui sont hyper intéressants, hyper puissants, qui permettent souvent de prendre à défaut le calcul mathématique de l'adversaire. C'est-à-dire que généralement, le late game, vu que vous allez établir des courses, ce qui se passe, c'est que ton oppo, il sait que toi, tu vas taper, lui, il va taper, toi, tu vas taper, lui, il va taper. Et donc, du coup, comme c'est toi qui vas taper en premier, tu vas probablement finir la base de ton adversaire avant toi. Et ça invalide les stratégies macro et les anticipations de dégâts sur la base, parce que ça rajoute un calcul que ton adversaire doit prendre en compte de « Ah oui, mais s'il y a Blaster ou Surprise Strike », que, spoiler, je joue aussi en 3 exemplaires, eh bien ça veut dire que là où tu aurais dû mourir un tour avant de tuer ton adversaire, c'est toi qui vas tuer le tour d'avant. C'est hyper important, vu que le deck veut quasiment tout le temps faire la course, de pouvoir avoir les 6 exemplaires de ces cartes-là. En plus de ça, c'est une carte contrebande, donc une énergie gratuite en early game. Sauf contre les decks verts, on en reparlera plus tard. Et donc ça me semble... J'ai vu des listes de Han Solo qui jouaient 2 blasters. Expliquez-moi, argumentez-moi, faites-moi la propale parce que je ne comprends pas. Attaque surprise, même chose que Blaster, mais en un peu plus fort, quoi. Ouais, le Scanning Officer, on en reparlera par l'orage tout à l'heure. J'ai décidé de jouer seulement 2 embrouilles main deck et non pas 3. Encore une fois, il y a beaucoup de listes maintenant qui jouent 3 embrouilles main deck de par le fait qu'ils attendent une méta très pilote et compagnie. J'avais pas le sentiment que c'était le cas par chez moi dans mon local, donc je m'adapte aussi aux méta auxquelles je m'attends. Donc j'ai décidé de rester à 2 embrouilles main deck. 2 étincelles de rébellion, ça, très sincèrement, c'est mes acolytes avec qui je me suis entraîné, les joueurs locaux de Toulon qui m'ont dit quand même 3 étincelles de rébellion, c'est un peu trop. Et c'est des gens qui ont de l'expérience, qui jouent depuis le début, qui jouent depuis longtemps, donc je sais aussi écouter ce qu'ils ont à me dire. Et je suis passé à 2 étincelles de rébellion main deck et je regrette pas, je pense qu'ils ont raison, je pense que 3 c'est un peu lourd. C'est très bien de disrupter l'adversaire, mais tu as toujours besoin... En fait, Han Solo, c'est un savant mélange de pression et de disruption. Si tu as que la pression, tu vas te faire attraper par les decks contrôle. Si tu as que la disruption, tu vas pas rentrer à 7 points pour passer en dessous. Et donc, ce savant mélange, il passe par le fait de maxer quand même ton nombre d'unités et de pas trop avoir d'événements. Donc cette étincelle de rébellion, t'en veux 1 par game, mais t'en veux pas 2, parce que le rendement, il devient vite décroissant. Les gens épuisent beaucoup leurs mains. Et tu as besoin d'avoir d'abord beaucoup d'unités pour placer une étincelle de rébellion au bon moment, typiquement contre Kira juste avant le barrage dévastateur. Ce qui fait que 3, c'est souvent l'opportunité d'en avoir 2 dans ta game, et d'après moi, c'est un de trop. Donc ça s'entend tout à fait. Les Cunning, bon, si on pouvait en jouer 6, on en jouerait 6. J'ai une game où j'en ai sorti 3. Spoiler, j'ai gagné la game. Hein. C'est la carte
peut-être la plus puissante du jeu, celle qui nous pousse à jouer monocolore, hein. Si jamais Koenig n'existait pas, on n'aurait aucune raison de jouer Han Solo jaune, on jouerait Han Solo rouge, vert ou bleu, histoire de se proposer un catalogue de cartes plus large. Mais cette carte double jaune Koenig est beaucoup trop puissante. La plupart du temps, le pattern de play est une... En fait, Han Solo, c'est une invitation à la course, et Koenig, c'est une interdiction à la course. Ce qui fait que le leader est probablement peut-être trop fort parce qu'il te met échec et mat. Je joue Han Solo, tu es obligé de courir. Je joue Koenig, si tu cours, tu perds. C'est la vérité. Franchement, c'est ce que je ressens du jeu, c'est ce que je comprends du jeu en tout cas. Et donc, ce Koenig-là, la plupart du temps, ça va taper des unités adverses. Donc, quand tu as l'initiative, c'est broken. Faut toujours, par contre, trouver, du fait que tu dois ressourcer en action, tu vas tout le temps perdre l'initiative avec Han Solo. Tout l'enjeu dans les games, c'est le jeu dans le jeu, c'est de reprendre l'initiative à un moment donné pour avoir un Koenig létal. Ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, si tu n'as pas l'initiative, ton adversaire, il va pouvoir taper avant que ton Koenig soit impactant. Tu peux quand même toujours trouver des Koenig quand tu n'as pas l'initiative qui sont puissants, attention, c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai qu'il y a souvent un moment où tu vas réussir à reprendre l'init, quitte à prendre des dégâts sur ta base, ce qui va te permettre derrière de Koenig et de gagner sur la tempo. C'est la seule complexité à jouer Koenig, c'est qu'il faut trouver ton scénario où tu peux reprendre l'initiative, ce qui n'est pas forcément évident avec Han Solo. Les 3 guet-apens, les 3 waylay qui me permettent de tempo, hein, juste de remonter les unités problématiques, les sentinelles, juste faire perdre du temps à l'adversaire. Encore une fois, je vous le dis, c'est une course, donc si jamais l'adversaire perd du temps, tu arrives avant lui, c'est tout simplement. En fait, on s'en fiche de gérer ce qu'il fait, on veut juste repousser ce qu'il fait, parce qu'il n'aura pas le temps de remettre en place ce qu'il a envie de faire, parce que derrière, nous, on va vraiment contraindre avec des dégâts sur la base. C'est là où le deck est très fort. Et enfin, on finira avec les énergies, les unités célestes, les unités spatiales, avec notamment la meilleure unité du jeu, le Faucon Millennium. Il faut payer une ressource pour l'entretenir, mais il attaque le tour, il arrive en jeu. Tu payes la ressource quand tu as décidé de t'accélérer avec Han Solo. C'est la petite synergie du deck un peu intéressante. Donc la carte est hyper puissante. Souvent, en avoir un deuxième en late game, ça permet de tuer venu de nulle part. C'est arrivé notamment que mon adversaire pensait pouvoir prendre l'initiative, gagner un tour de plus, tempérer mes ardeurs en faisant de la gestion. Et il se trouve qu'au moment où il prend l'initiative et où je suis plus capable d'attaquer parce que j'ai toutes mes unités qui sont inclinées, dans la main, je fais Faucon Millennium, attaque surprise, tu prends 6 et la game, elle est finie, quoi. Et c'est un pattern de play qui paraît un peu soudain, mais en fait, c'est hyper régulier comme pattern dans Han Solo. Et enfin, j'ai un Faucon Millennium main deck, pareil, parce que il fallait remplir les 50 cartes dans le deck, et que je trouve que, vu que c'est une carte contrebande, c'est une carte qu'on peut ressourcer facilement quand elle n'est pas utile, et qui peut proposer pas mal de dégâts en mid-late game. Bon, c'est pas la carte qui me convainc le plus, mais je pense qu'en avoir une dans le deck, c'est pas forcément gênant. Donc voilà, vous avez maintenant toutes les explications sur la liste que j'ai jouée. Je vous laisse me dire, les tryharders de Star Wars, ce que vous pensez de ma liste. Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est à l'équilibre du metagame actuel? En tout cas, moi, globalement, elle m'a plutôt bien réussi. Je suis très satisfait du main deck. Par contre, je suis pas du tout satisfait du side. On va y passer rapidement. Autant mon main deck, pour l'instant, je le bougerai pas. Je le trouve très bien. Autant le side, il y a beaucoup de cartes que j'ai pas trouvé très utile ou que j'ai pas su vraiment contre quoi rentrer. J'avais 2 radiants 7. Ça, typiquement, c'est une tech que j'ai piqué d'internet. J'ai vu beaucoup de gens jouer ça dans les sides. Dans l'application, je l'ai rarement rentré. En fait, quand tu la joues, ça met des dégâts indirects à un joueur, donc ça permet de push des dégâts contre les decks contrôle, je suppose. Bon, c'est pas une carte que j'ai beaucoup vue. Je voulais maxer les ratios d'embrouille et de Spark of Rebellion après side. Ça, je les ai très souvent rentrés, c'était très utile. Spark of Rebellion contre contrôle, embrouille contre un peu tout le reste. En vrai, 3 embrouilles main deck, ça me choquerait pas. Même si, je vous l'ai dit, on veut pas trop d'event, quoi. On a l'impulsion électromagnétique. Si jamais il y avait plus de spatial que ce à quoi je m'attendais, forcément cette carte-là est très bonne. J'ai voulu jouer une canonnière parce que je savais pas trop quoi mettre en 10e slot. Et pareil, c'était pour respecter un peu le spatial. Spoiler, cette carte est naze. En fait, Han, il a envie de faire de la gestion avec des événements, mais il a envie d'avoir des unités qui tapent. Et donc toutes les unités qui sont des unités défensives, franchement, ont l'air naze.
Donc je préfère disrupter l'oppo avec un petit spell 1 qui me permet derrière de développer mon board pour taper, plutôt que d'utiliser 4 ressources pour jouer une unité qui va pas aller dans la base. Franchement, ça c'était tout pourri, quoi. Les 2 intrusions pour pouvoir aller taper à travers les grosses sentinelles si tant est qu'il y en avait. Bon, ça, vous les switchez contre des surprise strikes, hein, évidemment, pour pas avoir non plus trop d'événements dans le même genre. Et enfin, les 2 commandeers qui à la base étaient main deck et qui passent dans le side pour pouvoir s'adapter à Boba si jamais il y en avait quelques-uns, en tout cas s'adapter au jeu pilote. Voilà. Vous avez maintenant l'entièreté de mon deck. Maintenant, je vais vous faire un petit débrief ronde par ronde. Je sais que les gens aiment bien ça sur la chaîne. Ça permet aussi de voir mon évolution sur le jeu, comment s'est passé mon tournoi. Peut-être vous donner envie aussi, vous, d'aller vous mesurer aux joueurs de votre commu locale. Donc, on est parti. Première ronde. Donc c'est un tournoi qui va se jouer en 4 rondes. On n'était pas beaucoup, mais on a quand même fait 4 rondes. Normalement, on aurait dû faire que 3 rondes. Là, 4 rondes, ça permettait d'affronter un peu tout le monde et de pouvoir avoir un tournoi qui dure un petit peu plus dans le temps. C'était pas plus mal, honnêtement. Donc première ronde, j'ai affronté Sabine Vren contre Ryu. Voilà, dédicace aux copains de Tactical Squad. Je ne sais pas s'il y en a qui regarderont cette rediff, mais ceux qui passent par là, déjà merci à vous de m'avoir accueilli dans la commu et de m'avoir enseigné un petit peu le jeu actuel, voilà, tout simplement. Comme je dis, moi j'avais pas joué depuis le 7-1, donc j'avais pas mal à rattraper. J'ai rattrapé beaucoup de mon côté, mais j'ai aussi beaucoup rattrapé grâce à eux en entraînement. Globalement, Star Wars, c'est un jeu de piège, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patterns qui viennent te punir et j'ai été beaucoup puni en session d'entraînement pour ne plus être puni en tournoi. Donc ça a été utile de pouvoir faire quelques games d'entraînement pour justement tomber dans tous les pièges qui m'ont été tendus et éviter justement de continuer à tomber dans les pièges ensuite. Sabine, donc deck agressif du format. Game 1, je lose. Donc je commence avec une défaite dans cette game, notamment à cause de Chewbacca, qui est une carte que je connaissais pas. Et en fait, Chewbacca, c'est un pilote qui se déploie pour 3. Et quand tu le déploies, il donne +3/+3 à une unité donc spatiale, mais en plus de ça, il a une petite ligne de texte que je ne connaissais pas. Cette unité ne peut pas être éliminée ou renvoyée en main par des capacités de cartes ennemies. Et tout le propos et la plupart des cartes que va jouer Han Solo, eh bien, ce sont des cartes comme Waylay. Notre gestion, encore une fois, c'est de la tempo. C'est des cartes qui vont remettre à plus tard les problèmes. C'est notamment guet-apens. Et en fait, tu peux pas guet-apens une unité qui a un Chewbacca en pilote. Et la carte m'a défoncé en fait. Genre, son unité buffée à +3/+3 dès le tour 3, sur le côté spatial, a pu juste rentrer à 7 dégâts pour que la course soit gagnée par Sabine, qui a un deck très agressif. J'ai pas eu de cunning qui aurait pu me permettre de gagner la course en inclinant son unité. J'ai pas eu non plus d'embrouille qui aurait permis de faire sauter le pilote en inclinant l'unité. Donc j'ai pas eu les cartes qui m'auraient permis de m'en sortir, mais globalement voilà, je me suis fait attraper. Encore une fois, c'est un peu ce que je dis à Star Wars. Il y a des choses, des pièges dans lesquels je tombe, qui du coup me nourrissent pour éviter de me refaire avoir les fois suivantes. Donc première game, je perds notamment à cause de ce Chewbacca. Deuxième game, je gagne assez rapidement pour le coup, avec une sortie très agressive où je prends rapidement à la fois le board et le spatial avec le Faucon Millennium. Et puis globalement, là, on fait vraiment le pattern de play de Han de je m'accélère, je mets des unités qui sont plus grosses que toi, notamment des esclaves libérés. Je me souviens que mon adversaire s'est rendu compte littéralement que 3-5 c'est énorme à aller chercher, tu peux pas trop trade le board, tu es obligé de faire la course, mais globalement Han ça tape fort. Et puis il y a les patterns de play guet-apens qui permettent de renvoyer les cas de SO, il y a les patterns de play il est où, videur de la cantina qui permettent de prendre le board tout en renvoyant un personnage adverse. Et ça suffit amplement à gagner cette game, qui est vraiment une game à sens unique sur cette game 2. Game 3, c'est une game qui se passe pas très bien pour mon adversaire, parce qu'il a malheureusement 2 tours sans développer de board, sans unité. En gros, pendant 2 tours, il me fait... pour une cause, je sais plus comment elle s'appelle cette carte-là. Je l'ai pas en illustration, là j'ai sorti les cartes pour illustrer mes propos, mais là, je l'avais pas celle-là. En gros, c'est un spell qui va coûter 3 mana, qui va te permettre de regarder le top du dessus de ton deck pour une juste cause. Merci, par l'orage, pardon.
et qui te permet de rentrer des dégâts à la base de ton adversaire en fonction du nombre d'unités lumineuses que tu vas hit. Comme dans Sabine, il n'y a que des unités lumineuses, tu vas hit entre 3 et 4 dégâts à chaque fois. Et ça te permet ensuite aussi de filtrer le dessus de ton pack, savoir si tu gardes les cartes ou si tu les mets en dessous de ton deck. C'est une bonne carte de reach, ça va permettre d'aller rentrer des dégâts en late game, notamment contre les decks contrôle, parce que ton board va être totalement invalidé par les anti-bêtes de masse ou par les gestions de l'adversaire. Mais si tu as rentré assez de dégâts sur la base de ton adversaire en early game, tu vas pouvoir aller finir avec ces spells-là. C'est pour une cause en laquelle je crois. Merci Céline pour l'exactitude du nom de la carte. Et cette carte-là, je pense que l'erreur de mon adversaire, c'est d'en avoir dans son deck. En fait, je pense que cette carte-là ne doit pas être présente dans le side. Le board présent, c'est hyper important contre Han Solo. Je ne suis pas un deck contrôle, je suis un deck qui veut courser. Donc, tu as besoin... Je ne vais pas gérer tes unités, je vais les remettre à plus tard, mais globalement, tu vas toujours avoir du board. Quand je gagne avec Han Solo, c'est souvent 1 ou 2 tours avant que mon adversaire me propose létal. Donc, tu veux impacter le board, tu veux jouer des unités tous les tours. Et mon adversaire a eu 2 fois pour une cause en laquelle je crois. Il a la malchance de les piocher, tout simplement. Cela dit, elles auraient, d'après moi, pas dû être dans son deck. Donc, ce qui me donne la victoire. Je commence avec une première victoire dans cette ronde 1 contre Sabine Agro. Ensuite, ronde 2, j'affronte Darkiv avec son Kira Control. Donc, Kira, c'est, je vous montre, voilà, c'est cette carte-là. Donc c'est un leader qui est plutôt mid-range contrôle, même quand même bien contrôle, qui est donc 0,8 pour 5. C'est assez sympa comme mécanique parce qu'en gros en action tu peux mettre 2 dégâts sur une de tes unités mais lui donner un bouclier. Donc en fait tu viens affaiblir une unité mais la protéger. Du fait que la plupart de tes unités est à plomb, tu te fiches de prendre 2 dégâts parce que ça va augmenter leur force et en plus de ça tu les auras protégés. Donc c'est des patterns de play assez intéressants notamment en early game. Et quand elle se déploie, elle a ce mérite de pouvoir soigner toutes les unités, puis ensuite leur mettre la moitié de dégâts arrondis au supérieur. Arrondi à l'inférieur, pardon. Ce qui fait qu'en gros, quand Kira se déploie, elle va globalement blesser toutes les unités adverses, ce qui va lui permettre en cohérence avec un barrage dévastateur, le tour où Kira s'est déployé, de pouvoir clean l'entièreté du board. C'est le pattern de play autour duquel vous devez tourner quand vous affrontez Kira. C'est déploiement de Kira, je blesse tout ton board, barrage dévastateur sur Kira, ou sur une autre unité, hein, je défonce tout ton board. Je savais que ce pattern de play existait. J'avais déjà affronté notamment Darkiv, du coup j'avais pu m'entraîner contre le deck et me nourrir un petit peu de ce qui s'était passé dans les games. Et donc je savais explicitement autour de quoi tourner. Donc première game contre Kira, j'arrive à la gagner, notamment en disruptant sur un tour très très clé une de ses unités. En gros, il avait une unité qui s'appelle le Gideon Ask, qui a un 5-5 pour 5, donc déjà qui a de bonnes stats, et qui, quand une unité ennemie est éliminée, donne un jeton expérience à une unité amie. Il faut savoir que Kira, c'est un des contrôles qui va gérer vos unités quasiment tous les tours. C'est la faiblesse un peu de Han, c'est que Han, globalement, il fait pression-disruption, mais il spamme pas le board, il joue une unité par tour, dans la curve la plupart du temps. Si ton adversaire arrive avec du bleu à gérer tes unités tous les tours, tu vas commencer à en chier un petit peu. Et donc là, ce Gideon, il profite du fait que ton adversaire veuille essayer d'éliminer tes unités, parce qu'il va pouvoir en plus buffer les autres cartes sur son board. Et il se trouve qu'il y a eu un tour un peu clutch où il aurait pu utiliser son Gideon pour entrer 8 dégâts, qui avait plein de marqueurs expérience sur lui, pour entrer 8 dégâts base et peut-être invalider la course. Je suis pas sûr que ça suffise, mais ça aurait été pas trop mal. Ou alors venir prendre du trade sur mon board, et mon oppo a joué une carte plutôt que de taper sur ce tour où il avait l'initiative, ce qui m'a permis de guet-apens son Gideon, ce qui a du coup libéré entre guillemets la pression qu'il pouvait y avoir sur mon board en termes de trade et la pression qu'il pouvait y avoir sur ma base en termes de dégâts. Mon adversaire, quand il a pris guet-apens, il le savait automatiquement que c'était dommage de ne pas avoir utilisé ce Gideon pour au moins faire un clean ou rentrer des dégâts. Et je pense que c'est le tour qui a clutch, qui a le turning point de cette game qui m'offre la victoire. Deuxième game, je perds, littéralement. Je n'arrive pas à disrupter la situation de Kira qui sort into barrage dévastateur, qui vrasse tout mon board. Donc je me retrouve sur le tour 5 de mon oppo, enfin tour 5, son tour de 5 ressources, hein, attention, avec un board vide. Et quand Han, il a le board vide, c'est un deck tempo, donc c'est un deck qui revient pas forcément. En gros, Han, c'est un deck qui joue très bien de devant, c'est-à-dire en gros, tu as du board et ensuite tu repousses ce que fait l'adversaire jusqu'à le tuer. Par contre, quand tu es derrière, que tu n'as plus de board et que tu as été contrôlé, tu as de la ressource parce que tu as de la contrebande,
mais c'est très difficile de reprendre le board, surtout contre un deck qui derrière va enchaîner les gestions. Donc le pattern de play où ton oppo il a réussi à Kira dans barrage, bon, c'est que tu as perdu la game quoi. Tu vois, je veux dire, il y a des cartes comme Waylay notamment. Cette carte-là, elle passe d'excellente quand tu as du board parce que bah, tu repousses les velléités de l'adversaire et tu tapes avec ton board, à complètement médiocre et naze quand t'as pas de board parce que c'est juste tiens, reprends ton unité. Mais moi de mon côté, j'ai pas de board donc je ne capitalise pas sur la tempo que j'ai mis en place. Et en plus de ça, bah, quand t'as pas de board, Cunning, c'est vraiment de la daube. Voilà, la meilleure carte du jeu devient exécrable quand t'as pas de board. Donc ce tour Kira barrage dévastateur m'a complètement détruit. Donc on passe en game 3. On est à 1 partout ici. Et la game 3, j'arrive à la gagner sur un savant mélange de pression, disruption, discard. Le deck fait exactement ce pourquoi il a été pensé, c'est-à-dire je m'accélère, je prends le board, je pose des unités et dans les moments impactants, je fais Kira sur barrage dévastateur, mon adversaire gère Kira et je fais notamment après side en ayant rentré euh, mes 3 étincelles de rébellion sur barrage dévastateur, ce qui fait que le déploiement de Kira ne peut pas raser mon board et derrière c'est un mix de guet-apens Cunning pour finir la game assez facilement. En gros vraiment pour moi, tout le mini-jeu, en fait, dans chaque affrontement de Star Wars, il y a un petit jeu dans le jeu et tu dois connaître ce petit jeu dans le jeu qui te permet de jouer spécifiquement autour des leaders de ton adversaire. C'est la puissance d'un jeu comme Star Wars Unlimited, c'est que tu ne joues pas ton deck de la même manière en fonction des différents leaders adverses. Chaque leader a un pattern de play préférentiel qui va lui permettre de prendre l'avantage dans la partie et tu dois ou tourner autour ou essayer d'invalider ce pattern de play. Et globalement, contre Kira, ce que tu veux empêcher, c'est l'association de ces 2 cartes-là. Si tu y arrives, tu vas peut-être gagner la game. Si tu n'y arrives pas, tu vas peut-être perdre la game. J'ai réussi à la game 3. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, je suis à 2 victoires pour 0 défaite. On arrive à la ronde 3 contre Franck, qui joue Boba ruse agressif. Donc, Boba, c'est ce héros-là, qui est le héros du 7-4 qui fait partie du starter, du préconstruit, que vous pouvez retrouver notamment sur labelcarte.fr, on en a encore un petit peu. Donc il y a plutôt un bon leader qui a pris la place de Django après le ban, mais qui va s'axer vraiment sur l'agression plutôt que la gestion du board. On va essayer de jouer beaucoup d'unités, notamment des spatiales, et rentrer beaucoup de dégâts indirects qu'on va pouvoir push avec le leader. Game 1, on échange beaucoup de dégâts sur nos bases, mais je tank la plupart des dégâts sur mes unités. Pour moi, la faiblesse de Boba, et là où j'ai beaucoup décrié le leader, c'est qu'en gros, oui, il push beaucoup de dégâts indirects, mais les dégâts indirects, c'est le joueur défenseur qui choisit comment il les répartit. Et donc, du fait d'avoir que des unités qui ont 5 en endurance, 7 en endurance, 5 en endurance, 3 en endurance, et bien dans ce cas-là, beaucoup de dégâts qui auraient pu aller sur ma base et lui permettre de gagner la course, eh bien en fait ont été juste redirigés sur la plupart de mes unités, vu que Han Solo est un deck qui prend rapidement le ground, donc le côté terrestre, en spammant le board avec plein d'unités à 3. Mais il y a beaucoup de dégâts indirects qui auraient pu aller sur ma base, qui ont été sur mes unités. Ce qui fait que globalement, la course d'échange de dégâts sur nos bases a fini par être à mon avantage. Et en plus de ça, mon board et la disruption, le côté tempo de Han Solo a permis vraiment de remettre à plus tard la plupart de ces cartes embêtantes, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où mon board sur la terre est tellement large que je peux rentrer 12 dégâts en un tour et donc du coup tuer l'adversaire. Donc je gagne la game 1. Game 2, je prends la synergie assez barbare, très agressive de ce deck Boba Fett. En gros, il est capable, dès le tour 1, avec 2 énergies, de faire attaque furtive, qui permet de jouer une unité de ta main, et elle coûte 3 de moins. Et tu peux donc du coup jouer droïde missile à plateforme. Avec attaque furtive, la carte elle arrive redressée, donc elle peut attaquer le tour où elle arrive en jeu. Ce qui te permet du coup, dès le tour 1, de pouvoir entrer 4 dégâts. Attaque furtive dit que la carte que tu as jouée ce tour-ci, elle doit être détruite à la fin du combat. Et donc, en détruisant cette carte-là, quand elle est détruite, tu infliges 3 dégâts indirects à un joueur. Sachant qu'au tour 1, avec 2 ressources, tu n'as pas d'unité, tout va aller sur ta base. Et en plus de ça, Boba rajoute un dégât indirect dès lors que tu crées des dégâts indirects. Ce qui fait qu'avec ce pattern de play-là, le tour 1, c'est attaque furtive, droïde missile, je rentre 4 dégâts, fin de tour, je rajoute un dégât avec Boba, tu as pris 8 dégâts sur ta base dès le tour 1. C'est hyper puissant, ça permet vraiment de prendre l'avantage sur la course, et donc peut-être de réussir à passer en dessous, en tout cas à gagner la course contre Han, c'est quand même pas évident à faire. Sauf que,
pas bête la guêpe. J'avais rentré ma troisième embrouille parce que je savais que mon adversaire tout simplement jouait des pilotes. Hein. C'est le cas notamment de son leader qui est un leader qui se déploie en pilote. Donc je savais que ça allait être important pour les courses et pour la disruption de jouer des embrouilles qui permet d'incliner une unité et de renvoyer les améliorations. Et donc le tour où il a fait droïde missile de plateforme, eh bien dans ce cas-là, j'ai répondu avec mes 2 ressources par embrouille, ce qui a permis d'engager son droïde missile. Et donc du coup, au lieu de prendre 8 dégâts sur ma base dès le tour 1, eh bien j'ai pu invalider son plan et en prendre seulement 4. Ce qui était du coup par contre hyper important, c'est que tu fais un peu du card disadvantage parce que tu utilises 2 de tes cartes au tour 1 pour rentrer 8 dégâts. Là, il se trouve qu'il a utilisé 2 de ses cartes au tour 1 contre une de mes cartes pour seulement rentrer 4 dégâts. Je crois que dans les mathématiques et dans la finalité, j'étais plutôt content de cette situation-là. En tout cas, j'étais content d'avoir une embrouille pour empêcher ce pattern de play très agressif. Pour le reste de la game, ça s'est passé comme la game 1. En fait, Anne prend tellement de place sur le board terrestre et est tellement capable de remettre à plus tard le problème spatial, parce que Anne n'est pas très fort en spatial, hein, il prend vraiment le terrestre, et ensuite, on bounce, on temporise, on incline les unités spatiales, et du coup, on gagne à la course, parce qu'encore une fois, tous les dégâts indirects que pourrait push Boba, et il en push beaucoup, tu peux les répartir sur ton board terrestre et ça s'est très bien passé comme ça. Donc je gagne cette game 2-0. Ce qui fait que je suis actuellement à 3-0. Je suis le seul joueur en 3-0 et donc si le tournoi s'arrêtait là en 3 rounds, ben, j'aurais remporté l'événement pour le coup. Donc j'étais assez content de moi. Je pense que j'ai eu un niveau de jeu correct. J'ai pas la sensation d'avoir fait trop d'erreurs. Je suis pas trop tombé dans les pièges que justement dans lesquels j'avais pu tomber en entraînement grâce aux joueurs toulonnais qui du coup ont pu me montrer un petit peu tous ces pièges-là. Donc j'étais assez content à ce niveau-là. Mais pour que le tournoi dure un peu plus longtemps, qu'on puisse s'amuser, un peu tous jouer les uns contre les autres, ils ont décidé de mettre en place une 4e ronde. Et donc 4e ronde, j'affronte David, qui lui cette fois-ci rejoue Sabine agressif. Donc avec ce leader-là. Où est Sabine ? Sabine, où es-tu? Je n'ai plus Sabine. Ah si, voilà. Donc qui joue Sabine aggro, qui est actuellement à 2 victoires et 1 défaite. Game 1, je lose cette game et je vais vous montrer comment. Justement, je vous parle que dans Star Wars, globalement, il y a plein de patterns de play qui sont hyper puissants contre tel ou tel leader. Il y a des manières de jouer et de s'adapter en fonction de chaque format. Et David, c'est un joueur qui joue depuis le 7-1, qui connaît bien justement la théorie du jeu, qui connaît bien tous les bâtons qu'il peut mettre dans mes roues, quand bien même, parce que j'ai fait beaucoup de games contre lui, je lui dois aussi le fait d'avoir rattrapé un petit peu mon retard de niveau sur Star Wars aux nombreux games et aux enseignements qu'il a pu m'apporter, donc merci à lui pour ça. Mais quand bien même je suis tombé dans beaucoup de ces pièges en entraînement, je les connais pas tous. Et donc à chaque fois, je vous disais que Star Wars, c'est un peu créer des pièges pour faire tomber ton adversaire dans certains panneaux. Une fois que je tombe dans un panneau, j'y tombe plus pour la suite. Mais tant que je suis pas tombé dans tous les panneaux, je vais encore m'en manger quelques-uns. Et donc, en gros, mon adversaire commence par Wing l'escadron Phoenix, qui est un 3-2 pour 2. Ok, c'est pattern de play agressif comme Sabine en fait très régulièrement. Aucun problème. Moi, je vais faire mon tour 1, qui est le meilleur tour 1 du jeu, avec l'ami où est-il, avec l'ami Faucon Millennium. Faucon Millennium contre Sabine, c'est hyper puissant parce que globalement Sabine, c'est une course qui s'engage contre Anne. C'est un leader qui veut vraiment prendre le terrestre et pas le spatial, ce qui fait que ton Faucon, c'est 6 points dès le tour 2, 3 points tour 1, 3 points tour 2, et c'est globalement 3 points tous les tours jusqu'à la fin de la game. Et ce, sans que ton adversaire puisse quasiment jamais le gérer. Parce que Sabine n'a pas de pattern de play puissant spatial. C'est pas son but. C'est un deck aggro qui passe par la terre. Donc moi, je réponds par Faucon Millennium. Et du coup, je me retrouve, donc on est en spatial, avec un Faucon Millennium contre un A-Wing. Je me dis, de toute façon, le match-up Sabine-Anne, c'est une course. Et c'est une course qui est à mon avantage. À quoi bon aller trade le A-Wing de mon adversaire? J'aurais pu décider de dire, bah tiens, je vais te mettre 3 points. Ton A-Wing va mourir, mon Faucon va survivre. Je vais pouvoir, par la suite de cette game, tout le temps aller mettre 3 points dans ta base, même si je ne l'aurais pas fait dès le premier tour. Mais au moins, j'aurais solutionné ton attaquant.
Sauf que, du coup, je le fais pas. Je me dis, j'ai pas besoin de trade. Il va me mettre 3 points par tour, moi 3 points par tour. À ce petit jeu-là, c'est moi qui gagne à la fin. Donc on y va. Sauf que, le tour d'après, et c'est là où je suis tombé dans le panneau de David, bien joué à lui, eh bien, il me fait un Sabine Masterpiece avec la capacité de sa base qui permet de donner embuscade à une unité qui coûte 6 ou moins, ce qui veut dire qu'il va pouvoir attaquer le tour où le Sabine Masterpiece arrive en jeu. Et Sabine Masterpiece est une carte hyper intéressante parce que quand vous attaquez, eh bien vous pouvez choisir parmi tous les effets en fonction des unités, des couleurs d'unités que vous contrôlez. Et quand vous avez une unité verte sur le board, eh bien vous pouvez donner un marqueur expérience sur une unité. Ce qui fait qu'en donnant l'embuscade à cette Sabine Masterpiece, et moi en n'ayant pas tradé le tour d'avant, eh bien ce petit A-Wing qui me semblait insignifiant, je lui ai permis de jouer ce Sabine Masterpiece qui va passer 4-4 et qui va pouvoir directement venir tuer mon Faucon Millennium en faisant survivre son Sabine Masterpiece et son A-Wing de l'escadron Phoenix. Et là, je suis littéralement tombé dans son piège. Je n'ai pas pris un trade que j'aurais dû prendre si j'avais eu connaissance de cette carte-là. Et je me retrouve vraiment dans une game où je me fais défoncer sur cette erreur-là, littéralement, parce que mon oppo, il a 6 de patates, 7 de patates même avec le +1/+1 sur le spatial que je ne pourrais jamais gérer, là où moi, je me suis fait gérer mon Faucon Millennium. Et ça m'a... Des fois, ça tient qu'à ça, une game de Star Wars. Hein. Ça m'a défoncé. C'est un pattern de play autour duquel je tournerai maintenant. Je perds la game là-dessus, hein, franchement. Après, on continue à jouer, mais ça me met beaucoup en retard dans la course. Game 2, mon oppo side. Ah, attendez, j'ai perdu la caméra. C'est pas grave, je la remettrai tout à l'heure. Game 2, mon oppo, il side 10 cartes. Donc je vois que David, il est préparé au match-up. Mais en même temps, je me dis, bon, ok, s'il side 10 cartes, il va peut-être dénaturer le côté trop agressif. Parfois, les gens ont tendance à trop sider en réponse des cartes de leur adversaire, mais oublient que les decks, c'est pas seulement un assemblage de cartes, c'est aussi une texture, un plan de jeu. Et parfois, si tu sides trop, eh bien, tu dénatures ton propre plan de jeu. Donc, je me dis peut-être qu'il a trop sidé, que globalement, même s'il a des réponses spécifiques à ce que je fais, il aura, entre guillemets, impacté la stratégie offensive et les dégâts qu'il est capable de push, ce qui fait que même en réagissant mieux à ce que je fais, il risque de ne pas avoir assez de dégâts pour faire la course. Bon, il se trouve qu'en fait, non, il avait bien 10 cartes de side qui étaient parfaites dans le match-up, mais au moment où je le vois side 10 cartes, je me dis, bon, en vrai, fine, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave, je peux m'en sortir. Donc mon oppo side 10 cartes. Après side, je sais qu'il faut que je fasse attention, notamment parce que j'étais tombé dans ce piège-là en entraînement, à officieur analyste. Donc ça, c'est une carte qui, une fois qu'elle est jouée, demande à ton adversaire de révéler 3 ressources ennemies. Et si jamais il y a une ressource qui a le mot contrebande, tu peux la défausser et prendre une ressource du dessus du deck de l'adversaire et la faire venir en jeu arriver. Donc cette carte-là, en fait, c'est une carte, si tu ne tournes pas autour d'elle, qui te défonce. Et donc, comme je m'étais déjà fait défoncer en entraînement, cette fois-ci, j'ai acté que je ne me ferais pas défoncer. Mais en gros, ce qui se passe, pour que les gens comprennent bien, je suis sur mon tour 1. On va dire que dans la main, on va avoir ce genre de carte-là. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai toujours envie de ressourcer mes cartes contrebande parce que je sais que je vais pouvoir les revoir plus tard. C'est le pattern de play de Han Solo. Donc du coup, on va commencer la partie en ressourçant comme ça. Le premier effet pour développer un Faucon Millennium, donc s'accélérer au premier tour pour jouer un drop 3, c'est du coup de prendre une carte en main et de la mettre en ressources. Ce qui fait que maintenant, j'ai 3 ressources pour jouer le Faucon. Sauf que, avant que je puisse jouer mon Faucon, c'est au tour de mon adversaire. Et là, mon adversaire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué un officiant analyste. Un officier analyste. Du coup, je suis obligé de révéler les 3 cartes que j'ai. Comme il y a une carte contrebande, eh bien dans ce cas-là, elle va être défaussée. On va me mettre une ressource engagée, ce qui fait que je ne peux plus jouer mon Faucon Millennium. Donc je me suis retrouvé à utiliser une carte de ma main aux ressources qui du coup ne sera pas effective, qui du coup est juste perdue et qui m'empêche d'impacter le board au tour 1. Je peux vous dire que ça, je me le suis pris une fois, je ne me le prendrai pas deux. Donc je sais maintenant qu'après side, quand j'affronte des decks verts agressifs, il faut que je tourne autour de cet officier analyste. Et donc je mulligane les mains qui ne me permettent pas de ressourcer des cartes qui n'ont pas la contrebande. En tout cas sur leur league game. Parce qu'après,
Tu peux pas passer toute ta game à ne pas ressourcer de contrebande. Mais déjà, si tu as plein de, comment on appelle, de ressources, ton adversaire, vu que tu n'en révèles que 3, tu n'es pas obligé de révéler une ressource contrebande. Et avoir une ressource engagée au tour 5, ça n'a pas le même impact que de l'avoir au premier tour. Donc voilà, il faut tourner autour de cette carte-là dans les premiers tours. C'est moins gênant quand elle tombe plus tard. Mais c'était important que je vous explicite le pourquoi du comment il fallait tourner autour de cette carte-là, parce que ça peut, encore une fois, vous détruire. Donc là, game 2, je tourne autour de cette carte-là. Je sais que mon oppo va jouer des officiers analystes, et donc dans ce cas-là, je ne ressource que des cartes qui n'ont pas la contrebande pour éviter que cet officier fasse des bêtises. Mon oppo, lui, commence par un A-Wing. J'ai retenu la leçon précédente, et en même temps, on est un peu dans un petit jeu de poker menteur, dans le sens où il peut rejouer le A-Wing, mais ne pas forcément avoir le Sabine Masterpiece. Et dans le cas où mon oppo n'a pas le Sabine Masterpiece, bah dans ce cas-là, je suis toujours pas incité à aller trade, je suis incité à faire la course. Sauf que si jamais je prends pas ce trade et qu'il a le Sabine Masterpiece, je tombe 2 fois dans le même piège. Et moi, c'est hors de question de tomber 2 fois dans le même piège. Donc cette fois-ci, je fais Faucon Millennium et je trade le A-Wing. Mon oppo n'avait pas le Sabine Masterpiece, mais dans tous les cas, je n'ai pas le choix que de tourner autour de cette situation-là. Ce serait trop grave de me faire attraper. Et donc, game 2, je la gagne. Hein. Départ Faucon qui trade, et après, derrière, on bourre à la fois le spatial, on temporise le terrestre et on rentre des dégâts. Et ça fonctionne très bien. Je crois que c'est une game qui a été hyper idiote, dans le sens où, dans cette game-là, et je crois que tu peux pas perdre une game qui se passe comme ça, j'ai fait 3 cunning à mon adversaire. Donc 3 cunning à mon adversaire, c'est plus 12 de patates, parce que c'est plus 4 plus 0 sur une unité. Donc c'est 12 dégâts sur une base à 25. Et c'est du coup 6 attaques empêchées à mon adversaire. Parce que c'est un clean 2 unités. Je vous laisse faire le ratio, les mathématiques que j'ai engendrées en ayant plus 12 de patates, lui enlevant 6 attaquants qui vont taper en moyenne à 3. C'est-à-dire que du coup j'ai prévenu 18 dégâts et j'en ai push 12. J'ai fait un différentiel de 30 en 3 cartes. Ça c'est le problème de cunning. Voilà, on en reparlera peut-être sur la chaîne un jour de cette carte-là. Je pense que ton win rate augmente significativement en fonction de chaque cunning que tu as casté dans ta game. Genre, si on admet que Han Solo, il a un match-up 50-50 dans un match-up, dès que tu joues ton premier cunning, tu es passé à 53% de win rate. Quand tu joues ton deuxième cunning, tu es passé à 58% de win rate. Quand tu joues ton troisième cunning, tu es passé à 62% de win rate. Chiffre sorti de mon cul, évidemment, mais qui illustre un petit peu la puissance de la carte. Et enfin, on arrive en game 3. On est à 1 partout dans cette... On va dire que c'est un peu la finale. Hein. Je sais qu'il faut que je tourne à la fois autour de ça et à la fois autour de l'officer. Donc, j'ai pas le droit d'ignorer le trade de cette carte-là à cause de Sabine Masterpiece. Et j'ai pas le droit de ressourcer des smuggles parce que je sais qu'il y a l'officier analyste. Et en même temps, encore une fois, c'est un petit jeu de poker menteur parce que en vrai, c'est pas une carte qui développe beaucoup de dégâts sur le board. Donc si jamais mon oppo sait que je vais respecter la carte, eh bien dans ce cas-là, il n'est pas incité à la jouer au tour 2 parce qu'il a de meilleurs tours 2 qui sont plus agressifs. Et donc à ce compte-là, je peux peut-être du coup essayer de jouer quand même une carte contrebande en estimant que mon adversaire va me respecter et pas jouer l'officer pour un drop 2 plus qualitatif. Et donc j'étais à 2 doigts. J'étais à 2 doigts de quand même jouer des cartes contrebande parce qu'il faut se rendre compte que garder ces cartes en main, dans ta main de départ, c'est chiant. C'est chiant parce que c'est des cartes que tu veux ressourcer, tu veux les avoir plus tard. Mais je me suis dit, je peux pas perdre sur ça. Je peux pas perdre sur le fait de pas respecter, le fait que lui ne va pas me respecter. Donc, du coup, j'ai décidé de pas mettre de carton contrebande et j'ai eu raison puisque mon oppo a fait tour 2 officier analyste. Il a payé pour voir. Il s'est dit, est-ce qu'il est rentré dans ma tête et qu'il a joué quand même de la contrebande? Il voulait pas passer à côté de ça. Et donc, du coup, il a joué son officier analyste. Effectivement, je n'avais pas de contrebande, j'ai respecté, du coup, j'ai pu continuer à jouer cette game convenablement. Au tour 3, je crois qu'il a décidé de jouer une amélioration qui donne +3/+3 à son officier analyste, ce qui lui a permis du coup d'avoir une unité qui tape à 5. Et pour l'entièreté de la game, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver d'embrouille qui aurait permis donc de taper son personnage et de faire sauter son amélioration, de waylay qui m'aurait permis, comme la plupart du temps, de remonter l'unité dans sa main et donc du coup de faire sauter l'amélioration, ou alors de ruser qui m'aurait permis
d'incliner ces unités et donc du coup de pouvoir taper aussi, ou alors juste bouncer l'unité, hein, parce que Cunning, ça bounce aussi les unités. En fait, je n'ai trouvé aucune solution à son officer qui était chargé avec un upgrade. Ce qui fait que du coup, on a entamé une course qui était très 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 close. On est arrivé à un tour qui était hyper clutch, où il avait un board hyper large et où j'avais un board hyper large. Sauf que dans l'échange de dégâts dans les bases et la priorité des actions, c'était moi qui devais le tuer en premier parce que j'allais pouvoir développer Anne. Il allait pouvoir mettre une attaque dans ma base et j'allais pouvoir surprise strike mon Anne pour rentrer les 7 dégâts manquants et passer les dégâts de sa base de 18 à 25. Et donc le calcul était bon, hein. J'allais avoir la primeur de tuer sa base avant que lui ne tue la mienne. Je pense que je devais être à 2-3 points de mourir sur ma base et ça allait suffire. Sauf que, c'est là où il est malin, David. Il se trouve que il a une carte qui a invalidé les mathématiques et la vision macro que j'avais de cette course-là, où il avait notamment une carte, pareil, que je connaissais peu. Pour le coup, je la connaissais, donc j'aurais pu tourner autour d'elle, mais je la connaissais du set 1, et moi, j'apprends beaucoup en jouant, j'apprends en tombant dans les pièges, j'apprends en fonction des patterns de play que je connais, et comme cette carte-là, je ne l'ai pas vue à l'entraînement, et j'ai pas tourné autour, même si j'en ai connaissance. Et cette carte-là, elle dit quelque chose qui invalide totalement les mathématiques et le timing de la course que j'avais en tête, parce qu'elle permet de donner +1/+1 à une unité rebelle, et +1/+1 à une autre unité rebelle, et ça te permet d'attaquer avec les 2 unités d'un coup. Et là où on est dans une situation de je tape, tu tapes, je tape, tu tapes, je tape, tu tapes, et je tape en dernier et c'est moi qui finis ta base avant que toi tu aies le temps de taper pour finir la mienne, et bien avec cet assaut rebelle, au moment où je déploie Anne, c'est à lui de jouer. Le tour d'après, je peux faire attaque surprise pour tuer. Et ben quand c'est à lui de jouer, il fait assaut rebelle, ce qui lui permet de taper avec 2 unités et de tuer ma base, et donc du coup de remporter ce dernier match-up contre Han Solo avec Sabine, alors que pour le coup le match-up n'est pas vraiment pour Sabine, mais il a très bien joué, et je suis tombé 2 fois dans ses pièges. La première fois sur du coup sur la game 1, la première fois sur le Sabine Masterpiece, la deuxième fois sur l'assaut rebelle. Je peux vous dire, la communauté toulonnaise que l'on ne m'y reprendra plus. J'ai beaucoup appris lors de ces games-là. C'était hyper intéressant, et cet assaut rebelle vraiment a eu le timing létal monumental qui a mis fin à cette game qui était hyper close, hyper clutch. C'était des games qui étaient hyper sympathiques, quoi. Cunning, tu peux pas bounce une carte au-delà de 4. Oui, moi, oui, c'est vrai que j'ai dit Cunning pour bounce, mais effectivement, là, c'était plutôt Cunning pour. Si j'avais eu un Cunning, dans tous les cas, il aurait jamais gagné la course parce que j'aurais tapé 2 unités et j'aurais mis +4 à une de mes unités, ce qui fait qu'on n'aurait pas été à un niveau de dégâts sur la base équivalent, et ça m'aurait probablement permis de gagner ces games-là. Mais quand le match-up est défavorable, de toute façon, ce qui est le cas pour Sabine, il faut compter aussi sur le fait que ton oppo, il n'aura pas tout le temps la bonne réponse et les meilleures cartes dans le match-up. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a décidé, alors qu'il sait très bien que c'est hyper risqué, d'améliorer une de ses unités. Il sait qu'il peut prendre pléthore de cartes qui le défoncent, mais en même temps, c'est un peu le côté high risk, high reward. C'est-à-dire, si tu prends pas de risque, le match-up n'est pas pour toi. Je joue pas trop comme un peintre, en tout cas je sais à peu près ce que je fais, donc globalement si tu prends pas de risque tu vas perdre cette game. Là son risque c'est ok, je dois capitaliser sur le fait qu'il n'ait pas les cartes spécifiques qui me défoncent, je vais améliorer cette unité, rentrer le plus de dégâts possible, faire la course, et ça a marché, quoi. Genre il a été... En fait, au-delà du fait que moi je ne trouve pas les cartes qu'il faut pour temporiser et gérer son pattern de play, lui il a eu la stratégie de se dire que c'était un play gagnant euh, dans le cas où justement j'ai pas ces cartes-là, quoi. Donc c'était hyper intéressant. Je finis le tournoi du coup avec 3 victoires et une défaite. Comme je suis le joueur, parce qu'on est plusieurs du coup à être à 3-1, notamment avec David, hein, qui lui était à 2-1 et qui en me battant passe à 3-1 aussi. Mais comme à l'issue des 3 rondes, j'étais le seul en 3-0 et que normalement le tournoi aurait dû durer 3 rondes. Et en plus de ça, dans les logiciels, le départage se fait surtout au moment où tu as ta dernière défaite. Comme je suis le joueur qui a eu la dernière défaite le plus tard possible, le tournoi m'a quand même fait gagner, entre guillemets, ma liste est premier. Donc je remporte ce premier tournoi Star Wars Unlimited à Toulon. Je suis hyper content parce que ça me donne un peu confiance en moi sur ce jeu que j'aime beaucoup, que j'ai repris très récemment. Ça me permet voilà, de pouvoir tester mon niveau contre des joueurs, encore une fois, qui sont tous réguliers, compétents, qui jouent depuis un petit moment. Et c'était très sympa. Et c'est
un peu marrant parce que toutes les personnes qui étaient présentes au tournoi, c'est toutes les personnes avec qui je me suis entraîné les jours précédents. Et c'est un peu aussi grâce à leur entraînement, au fait que j'ai pu jouer contre leur deck, que j'ai pu comprendre les stratégies de leur pack, que j'ai pu tomber dans leurs différents pièges, bah, que finalement j'ai réussi à jouer plutôt convenablement le Han Solo et à remporter ce petit événement. Alors c'était un tout petit tournoi toulonnais, ça n'a pas de valeur de gros niveau de jeu, mais ça me permet au moins de me dire que ok, j'ai un peu compris ce qui se passait sur Star Wars. Je vais être capable du coup de vous proposer du contenu plus qualitatif en termes de pur niveau de jeu et de vision stratégique du jeu. Et puis même pour le plaisir personnel, ben, savoir que j'ai été capable de jouer convenablement Han Solo, qui en plus m'apparaissait comme un leader assez difficile à jouer initialement. J'étais plutôt content de ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont écouté, regardé ce débrief de tournoi. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je vous en ferai d'autres. J'ai d'autres tournois qui arrivent, j'ai notamment la semaine prochaine un tournoi sur One Piece Card Game. Je vais essayer de faire le plus de tournois possible sur les différents TCG, histoire de pouvoir prendre du plaisir, m'amuser, découvrir un petit peu le compétitif. Moi, je ne suis pas un compétiteur parce que mon travail, la création de contenu multi-TCG, m'empêche d'être bon sur un TCG spécifique. Par contre, j'ai vraiment envie d'être correct, vraiment correct, bon joueur sur tous les TCG dont je parle. J'ai la chance de pouvoir trouver quelques communautés en local près de chez moi pour pouvoir justement aller aussi me mesurer à des joueurs réguliers dans les tournois sur ces différents TCG. Et donc, à la différence de 2024 où j'ai fait beaucoup de théories, mais finalement, j'avais pas beaucoup l'occasion de jouer au TCG que je suivais. Là, voilà, sur One Piece, sur Star Wars, j'ai ce qu'il faut à Toulon pour pouvoir aller continuer à jouer. Donc, si ces formats débriefs vous plaisent, eh bien, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire pour que je puisse vous en faire d'autres, notamment sur d'autres TCG. Peut-être One Piece, parce que j'ai un tournoi sur One Piece la semaine prochaine, au même endroit d'ailleurs. Donc ça risque d'être très sympa. Merci à tous d'avoir regardé ce feedback sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire, à me dire si vous aussi vous jouez à Star Wars, si jamais il y a des choses qui vous ont paru peut-être contre-productives dans les analyses que j'ai faites de mes différents matchs. Est-ce que j'ai une vision peut-être erronée de tel ou tel match-up? Moi, je suis encore avide d'apprendre et de comprendre, hein. Il y a des gens beaucoup plus pointus que moi dans la sphère Star Wars. Je suis créateur de contenu, mais en même temps, je suis très consommateur. Ma création de contenu est plus polyvalente que spécifique. Et donc, je me nourris des retours plus spécifiques sur tel ou tel TCG pour justement pouvoir améliorer moi ma polyvalence et vous partager un peu ma passion et mes aventures sur le multi-TCG. Merci à tous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.